Attention, vous écoutez un programme audioactif. Salut à tous et bienvenue C'est qui en pôle, épisode numéro 39. Donc on vient débriefer avec vous le Grand Prix de Thaïlande qui s'est déroulé ce dimanche 7 octobre 2018. Donc il fallait pas se lever tard pour les courses, vu que Moto3 commençait à 6h et MotoGP à 9h. On va vous parler donc de ce Grand Prix de Thaïlande pour qui c'était la toute première fois qu'il accueillait le Continental Circus, du coup qui n'est plus sur le continent mais qui est sur d'autres continents. Du coup, ça se roulait à Buriram, je crois que ça se prononce comme ça, et c'était le 15e rendez-vous de cette saison 2018. Donc Buriram, vu que tu es expert en géographie thaïlandaise... Oui, on ne dira pas pourquoi, parce que c'est pas à Pattaya. Hein. D'accord, c'est pas à Pattaya. C'est à 400 km au nord-est de Bangkok. Donc si on voit Marquez faire le guignol dans un tuk-tuk en train d'essayer de faire des drifts, c'est parce qu'il était à Bangkok pour faire un peu de com, parce qu'il est très populaire là-bas, mais en fait c'est à 400 bornes, donc c'est un avion pour y aller, et c'est au nord c'est au nord-est de Bangkok, au-dessus de la frontière avec le Cambodge, pour petite précision géographique. D'accord, pour briller en société. Bien. Merci Jamie, mais oui. Non, vous l'aurez reconnu, ce n'est pas Jamie, c'est Steph qui m'accompagne ce soir. Oui, je fais la caution, salut. La caution Wikipédia. Non, et pour le coup, je sais où est Buriram, mais c'est pour des raisons, comme je disais, personnelles. Très bien. Donc on félicite tout d'abord le gagnant du notre petit jeu habituel pour ce Grand Prix, donc en partenariat avec la bécannerie. C'est Claude avec plein de chiffres derrière qui va pouvoir crâner avec ses beaux goodies de la bécannerie, de au coin du pneu et forcément nos stickers et nos petits goodies à nous. Donc on parlera en détail du concours de fin de saison qui va être ouvert début novembre, en fin d'émission, donc restez bien jusqu'à la fin. Mais si oui, vous on voulez, fait comme les profs d'amphi qui ne donnent les polis qu'à la fin, et sur ceux qui n'ont pas les polis, il faut aller les chercher dans son bureau le lendemain. Voilà. C'est le numéro 39, comme on disait, donc le numéro 39 c'est Luis Salom. C'était un pilote espagnol né en 1991. Il arrive en MotoGP en 2009 en catégorie 125 cm3 et il remporte ses 2 premières victoires dans cette catégorie en 2012, catégorie qui était entre-temps devenue la Moto3. Et il finira 2e du championnat cette année-là. L'année d'après, malgré 7 victoires et 12 podiums, il terminera seulement 3e du championnat, mais ce sera derrière Viñales et Rins et ça se tiendra dans un mouchoir de poche. En 2014, il arrive en Moto 2 où l'adaptation est assez compliquée pour ses 2 premières années. Et lors de la 3e saison, en 2016, durant les essais libres 2 du Grand Prix de Catalogne, malheureusement il va chuter et aller percuter un mur. Malgré l'intervention rapide des secours, il décédera à l'hôpital de suite de ses blessures. Pour l'instant, et on espère que ça durera le plus longtemps possible, c'était en 2016, c'était il y a 2 ans, et c'est le dernier pilote mort en piste en Grand Prix. Oui, c'est ce qui avait fait que l'année d'après, il y a eu une chicane qui elle-même a fait parler d'elle. Exactement. Avec Miller qui tire tout droit, et puis le déplacement dans la nuit de la chicane pour ensuite l'abandonner parce que les dégagements ont été refaits sur la courbe qui avait été fatale à Salom. Exactement. Donc, ça aura été suivi d'action, heureusement. Donc, et comme tu le disais, c'est le dernier décès en date, sachant que le précédent c'était l'infortuné Simoncelli, mais la différence c'est que Simoncelli on s'en souvient, fait rouler dessus, alors que Salom il était tout seul, donc ça posait quand même un problème de sécurité de la piste. Oui, là c'était bien les infrastructures de la piste qui n'étaient pas adaptées. Elles étaient peut-être adaptées à une époque, mais c'est vrai qu'après avec la vitesse des motos qui augmentent année après année, c'était plus compliqué, les dégagements. Et puis la télémétrie avait montré que c'était pas une chute complètement extraordinaire avec une conjonction de problèmes comme dans les crashs d'avion. C'était une perte de l'avant ou sur une bosse, et voilà, donc il fallait faire quelque chose sur ce circuit. Donc on pense forcément à lui, et puis je te laisse enchaîner avec les news. Ouais, on a des news sur le grill. Alors la Moto I ou Moto E, mais moi je préfère dire Moto I, parce que c'est de l'anglais chez ces gens-là. Un peu comme Audi avec son e-tron ou e-tron ou e-tron. Petit problème de naming, comme on dit. Donc revenons à notre Moto I.
Nicolas Terol, qui est champion du monde de 125 en 2011. On est déjà des vieux, on parle en ancien franc et en 125 cm3. Et donc ancien pilote Moto 2, là on est moins vieux, puisque Moto 2 c'est les 600. De maintenant, Futur X 600. Et il est annoncé dans la team Angel Nieto et aussi Randy Depugnet, qui sera, alors c'est peut-être annoncé de longue date, mais moi je ne le savais pas et je l'ai appris lors de discussions entre l'ami Tissier et l'ami Depugnet dans la cabine Eurosport. Il sera de la partie dans l'équipe LCR de Cecchinello pour les 5 manches. Ouais, après, la plupart des pilotes ont déjà signé avec un team. Les annonces n'ont pas été officielles parce que les pilotes doivent être validés par la commission des Grands Prix, etc. Donc en fait, officiellement rien n'est fait, mais quasiment tous les pilotes qui courront en Moto E l'année prochaine sont déjà connus. Oui, parce que ça me faisait bizarre, il y avait une espèce d'annonce au compte-gouttes, mais alors c'est suite sûrement donc à la validation. Mais Depugnet, on dirait que ses journées font plus que 24 heures, parce que il fait beaucoup de choses. Il met au point des bécanes d'usine, il fait de l'endurance, je sais même pas s'il tapine pas un peu en superbike à droite à gauche. Tant mieux, mais... Il a peut-être un jumeau, c'est peut-être comme Kenny et Freddy Forêt. Ou alors c'est comme dans Bienvenue à Gattaca, une espèce de némésis en fait qui se... Non, donc voilà, on va le voir, ça fera plaisir aussi de le voir se faire plaisir, parce qu'il était au début, quand il citait la moto, quand il a décrit pour le Mans, il a fait quelques tours, il a dit c'est surprenant parce qu'il y a ça et ça. Je me disais tiens, il a un peu mi-figue mi-raisin, mais non, là visiblement il kiffe bien la Moto E et on sera sûr que au moins il y a des pilotes capés qui feront des tours dessus, ce sera pas un sous-championnat quoi. Ouais, bien sûr. Donc ça fait plaisir. En Moto 3, Aaron Canet quitte Estrella Galicia à la fin de la saison, remplacé qu'il sera par Sergio Garcia aux côtés d'Alonso Lopez, qui lui poursuit l'aventure avec le team. Ça a des consonances un peu espagnoles tout ça, non? Garcia, Lopez, non, on dirait presque, tu sais, du racisme ordinaire anti-espagnol. Non, mais ce qui est amusant, c'est que Canet, du coup, il a toujours pas annoncé son point de chute. Donc on sait pas s'il se retrouvera en Moto 2 ou s'il reste en Moto 3 c'est vrai. Ailleurs. Donc d'habitude les annonces elles sont soit c'est le pilote qui en cascade, mais là on n'a toujours pas de nouvelles. C'est bien mystérieux. Alors, il va peut-être nous rejoindre à Seki en pôle, on sait pas, suspense. c'est ça en fait, il a candidaté, nous on regarde le dossier quand même parce qu'on n'est pas n'importe qui, et puis on verra si la RH peut le recevoir. Mais pour l'instant, rien que pour le déplacement, on lui a filé les goodies. Ouais, au moins ça. Un certain Tatsuki Suzuki, pas de racisme ordinaire, c'est un japonais, prolonge au sein du team 658, donc ça a un rapport avec Simoncelli, pour 2019. Donc ça, c'est une confirmation, en tout cas, une reconduite. Et en Moto 2, on va avoir bientôt un rookie Moto 2, parce que Di Antonio Fabio monte de Moto 3 en Moto 2, et il émargera chez Speed Up, pour un contrat de 2 ans. Alors on sait ce que ça veut dire, contrat de 2 ans, c'est-à-dire rien du tout, hein. Je sais pas si tu vois je sais pas si c'est aussi sauvage comme MotoGP, mais des fois les contrats ils se claquent même en cours de première année. Alors bon, espérons pour lui, connaissant le Lascar, ça m'étonnerait qu'il fasse de la merde, mais tu te souviens de certains précédents où les contrats sont cassés déjà au bout d'1 an et c'est annoncé au bout de quelques courses. Oui. Donc bon, là, carrément. Espérons que le monde de la moto sera pas féroce. Et du coup, il vient remplacer Fabio Quartararo, un autre Fabio qui monte. Et voilà, l'appel du vide. Là, la nature a horreur du vide, et là, pour le coup, le vide est comblé avec la manière. Et d'ailleurs, il va traîner la Triumph, tiens, quand j'y pense. Enfin, la Triumph, le moteur Triumph dans des châssis. Ça me permet de replacer que ça me fait toujours rire de savoir qu'il y aura des KTM à moteur Triumph, quoi. Des Camoulox, ça. Il y a bien des KTM à moteur Honda aujourd'hui. Oui, c'est vrai, mais là c'est voilà, je sais pas, c'est peut-être parce que c'est deux européens qui me sont chers dans tous les sens du terme. D'ailleurs, ils sont pas si chers. D'ailleurs, s'ils m'entendent, ils peuvent nous sponsoriser aussi. Je veux dire, véhicule de fonction. Hein. Toi, tu prends une KTM, moi je prends une Triumph, on échange, puis on leur filera des goodies. Ouais. Alors bon. Pour MotoGP, qu'est-ce qui se passe dans le scénario MotoGP ? Suzuki, victime de Iannone et de Rins aussi, parce que Rins y est allé de son podium aussi précédemment, perdra les avantages, je dirais, des écuries qui font pitié,
puisque maintenant, c'est ce que tu as dit précédemment, toi ou Cyril Murdoch, ils perdront leur quota comme Vignales leur avait fait le coup. Ils ont atteint leur quota de 6 points, ce qui est vite fait. Ils n'auront plus donc les tests illimités et ce sera comme tout le monde, 5 jours maximum d'ici la fin de la saison. Et l'année prochaine, même restriction que pour Honda, Yamaha et Ducat. Ils n'auront plus que 7 moteurs au lieu de 9 pour la saison. Et surtout, ils n'auront pas le droit de faire de développement dessus. C'est ça. On se rappelle du psychodrame de Yannone, il a choisi le mauvais moteur, on va tous pleurer, parce qu'il pouvait pas le faire changer en fait. C'est exactement ça. Et par exemple, un KTM aujourd'hui a le droit de mettre son truc bizarre qui tourne dans le bon sens plutôt que l'autre. Un vilebrequin. Ouais. Non mais je savais que c'était un vilebrequin, mais le changement de ces genres. Tiens, on a trouvé un truc pour gagner une seconde au tour. Je sais pas s'ils l'ont déjà mis sur le moteur, mais je les ai pas trop vus gagner une seconde au tour. Hein. On n'entend plus parler effectivement. Alors les gars, voilà, c'est pas en me comportant comme ça que j'aurai une bécane de fonction. Enfin bon, l'indépendance, monsieur. Journalisme total. Et non pas ménestrel de la moto. Et revenons à nos moutons. Jordi Torres, qui désormais dépanne, si je puis m'exprimer ainsi, à Vintia, a été libéré de son contrat Superbike par MV Agusta. Alors qu'il restait 2 courses, Argentine et Qatar. Alors, si j'en crois cette news, il a été libéré, et c'est plutôt une fleur qu'ils lui font que de le congédier. Enfin, pour qu'il puisse se concentrer sur la Ducat. Il y a ça, et il y a le fait que, forcément, il joue rien cette année sur sa MV, en championnat. Et il y a des grosses rumeurs, alors bon, on n'aime pas trop les rumeurs ici, mais qui fait que MV Agusta ne serait pas présent l'année prochaine en Superbike non plus. Donc, ah oui, donc forcément, c'est un peu, pareil, s'ils en font rien de leur brel, hein. Ouais, ils peuvent nous enfiler une, hein. C'est-à-dire, pas comme ça, moi. Après tout, on pourra la faire gagner avec les goodies et tout, quoi. Alors non. On fera gagner un tour, tu sais, comme le nom m'échappe, mais c'est un ricain chauve qui fait avec une Ducati de place, Mamola, il fait faire des tours de circuit aux gens. Là. En même temps, je suis pas sûr que beaucoup de gens se pressent pour que je leur fasse faire des tours sur circuit. La dernière fois que j'y suis allé, j'ai ramené un peu de cailloux dans mes carénages. Donc, bon, écoute, on fera peut-être des selfies avec la MV Agusta. Sinon, dans la rubrique d'hiver, nous avons un Scott Redding qui s'est refait la cerise, plus ou moins, parce que comme il n'a pas été prolongé par Aprilia en MotoGP, il va aller en British Superbike sur une Ducati V4. Ce sera il va être traîné, finalement c'est la première fois qu'elle va être alignée dans cette Ducat. Je vais pas dire de bêtises. En British Superbike, je sais pas. En World Superbike, elle commence l'année prochaine. Peut-être qu'ils ont fait un petit laboratoire dans des je vais pas dire mineurs, des championnats qui sont pas le World Superbike, les championnats nationaux. Et donc il sera sur une Panigale V4 au sein du team PMB. Et on espère qu'il va bien gazer, parce qu'il est fort sympathique ce personnage, et il a dit lui-même avoir été surpris que quand il a annoncé ça, personne se soit foutu de sa gueule sur les réseaux sociaux. Et donc il était ravi de l'accueil et de la chaleur qu'il a été renvoyé par les susnommés réseaux sociaux, et c'est assez rare pour être souligné, vu tous les trolls qui... Le problème des réseaux sociaux, c'est que déjà le motard est un peu troll. Alors si tu mets exposant réseau social, là t'as une bonne idée de l'enfer. Mais pour le coup, il y a qu'à voir comment on se fout de la gueule de Lorenzo. Bon, là vu qu'il est blessé, j'ai plutôt de la peine pour Lorenzo, on en parlera juste après. Mais voilà, des fois on ricane, mais c'est jamais méchant. Moi, là, personne s'est foutu de sa gueule. Non, après, c'est un Anglais qui va rouler en Angleterre. Je pense que les Anglais, ils adorent les courses sur route, ils adorent les trucs... Oui, non, c'est des Iliens, enfin, je sais pas comment on dit. Oui, et puis ils ont des... Parce que Ilien, c'est dans Zelda, c'est Hyrule. Donc je crois que ce sont des insulaires, n'est-ce pas? Des insulaires, exactement. Nous avons... Tu vois, le Wikipédia ressort. Et nous avons... Effectivement, ils ouvrent les bières avec les dents. Et puis, non, plus sérieusement, oui, c'est des courses plus brutales, si j'ose dire. Les courses de Superbike, enfin moi quand je regarde les courses de Superbike nationales, ces courses, je veux dire, je trouve ça un peu plus, c'est un peu comme le hand par rapport au basket, quoi. Il y a
il y a un peu de contact. Il y a un peu de... C'est-à-dire que si tu mets Lorenzo, pour Lorenzo, c'est un film d'horreur. C'est-à-dire qu'il a plus peur que devant un film de Romero, Lorenzo, quand il voit une course de British Superbike. Hein. Là, il dépose plainte. Hein. Et puis, c'est vrai que c'est une course qui est... C'est une des courses de Superbike championnat local qui est des plus diffusées ailleurs que dans son propre pays, quoi. C'est assez difficile de regarder une manche de championnat italien Superbike ou si t'es pas en Italie ou espagnol. Mais... Moi, j'en ai vu une de Superbike australien, mais c'est parce que j'étais en Australie. Voilà. Et encore sur une sombre chaîne. Donc oui, non, il faut se bouger pour en voir d'autres. Mais effectivement, le British Superbike, c'est pas rare d'en voir. Et en nouvelles diverses et variées et qui font plaisir, Michele Pirro, le miraculé. Hein, souvenez-vous du Crash Test Demi qui avait complètement désarticulé pendant pour qui on a craint le pire aux images qu'on voyait, et champion à nouveau en Italian Superbike, donc autre catégorie qu'on ne voit pas à la télé, mais ça fait plaisir, sachant qu'il a dû stalker quelques séances d'absence. Il a eu un mot du médecin, je pense. Il a raté quelques courses, ruiné la tête. Et pas empêché de gagner, effectivement, ouais. Chapeau l'artiste. Bravo. Nous allons attaquer le compte-rendu du week-end du Continental Circus, qui n'est plus Continental, avec les essais. Qu'en est-il? Donc, en Moto 3, on a Martin qui souffre de sa blessure et il est en difficulté lors des essais libres et des qualifs. C'est Bezzecchi qui va signer la pole, suivi par Massia et Masaki. En deuxième ligne, on retrouve Arbolino, Antonelli et Binder. Et suivent ensuite Boulega, Bastianini et Di Gianantonio. Martin, du coup, ne va signer que la 13e place sur la grille de départ. En Moto 2, c'est Baldassari qui va signer la pole pour la deuxième fois cette saison, devant Alex Marquez et Luca Marini. Suivent ensuite Pasini, Oliveira et Bagnaia. De toute façon, ces deux-là, ils se lâchent pas d'une semelle. Et en troisième ligne, on a Binder, Quartararo, Cocorico, et Fernandez pour la 9e place sur la grille de départ. Donc Fernandez, le coéquipier de Baldassari. Je te laisse MotoGP. Ouais, en MotoGP, le événement des FP, c'est le gros high side que s'est pris Lorenzo. Ça commence à devenir un peu pénible pour lui, le pauvre, parce que oui, il est victime d'un très gros high side, et ce qui a réveillé la douleur de son pied droit, qui avait pas besoin de ça, mais surtout ça lui a fissuré un os du poignet gauche. Donc il a pas couru ce week-end après avoir pris une nuit de réflexion. Il se réserve pour Motegi, dont il dit que c'est un de ses circuits préférés. Mais c'est surtout qu'effectivement, avec un os fêlé au poignet, si tu rechutes même de façon bénigne, je pense que t'es bon pour l'opération, les broches et tout le tintouin. Hein. Et puis les poignets en général et MotoGP, c'est névralgique. Et une remarque aussi, c'est que Lorenzo chute pas très souvent, mais quand il chute, malheureusement, parmi ses chutes, il y a beaucoup de high side. Même quand on repense aux années passées, et quand tu te prends des high side, tu tombes parfois de plusieurs mètres de haut, et surtout de façon très brutale, et en n'étant pas spécialement préparé. Donc il se blesse souvent en fait, Lorenzo, quand il chute, contrairement à Marquez qui va se taper au moins 2 chutes par week-end en qualif, mais qui fait son mec en caoutchouc, quoi. Ouais, et puis c'est des pertes de l'avant. C'est des pertes de l'avant, c'est beaucoup de glissades, quoi. Non, Lorenzo, c'était hyper impressionnant. High side sur high side, j'avais mal. En plus, il a fait beaucoup de tonneaux sur lui-même. Sa moto, ils en ont fait 2 avec une. Non, c'était un problème. Donc on n'a pas eu le fin mot de l'histoire, mais à première vue, ce n'était pas une faute qu'il aurait fait lui, mais c'est un problème de machine. Oui, ça a coupé parce que quand tu l'entends en caméra embarquée, ça coupe net après son rétrogradage. Et je me suis quand même fait la réflexion que la communication de Ducati n'était pas bulletproof après l'incident. Et même le lendemain, ils arrivaient à expliquer qu'ils ne savaient pas ce qui avait causé le départ à l'équerre de la Ducati, parce qu'avant qu'ils stoppent le high side, elle s'est vraiment mise à 90 degrés de l'attrage. Oui. Et ils disaient qu'ils étaient encore en train de rechercher l'origine de la panne, du blocage, mais que par contre, ils étaient certains qu'elle pourrait pas se reproduire. Donc, C'était pour rassurer Dovizioso, genre, continue de rouler, mon gars. Oui, mais on a tous noté l'incompatibilité de ces deux affirmations. Donc, est-ce que c'était une erreur de formulation / traduction, ou un méga bullshit? Dans les deux cas, ça colle pas. Hein. Tu peux pas être sûr qu'un truc n'arrivera pas si tu sais pas ce que c'était. Mais bon, je veux pas non plus être trop dogmatique, hein. Ils connaissent leur boulot mieux que moi. Mais la com est
Elle était à revoir. Alors, élément un peu bizarre de ces qualifs. Donc oui, Marquez et Rins se retrouvent en Q1. Marquez, c'est un peu sur un concours de circonstances, mais bon, ça arrive. Hein, ça arrive au meilleur. Bon, là, en parlant de meilleur, là, il va complètement exploser la concurrence parce qu'il est quasiment une seconde devant le second qui est Rins. Pour le coup, Morbidelli lui mordait un peu la combinaison à 2 millièmes, et ce sont bien Marquez et Rins qui vont passer en Q2. Et là, je veux pas parler de coup de théâtre, mais c'est quand même un peu surprenant parce que en Q2, c'est surtout les Yamaha qui se montrent. Alors, on avait été prévenus dans les jours précédents parce que il y avait des très bons chronos de Rossi et Viñales. Rossi, je sais pas si c'est de la com, disait qu'il était le premier surpris. Mais nous aussi, en tout cas. Que ça marche à ce point, en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Et même Zarco, donc il y a une espèce de deuxième jeunesse des Yamaha. Bon, c'est quand même ce diable de Marquez qui va piquer la pole à Rossi, mais d'assez peu, hein, puisque c'est 11 millièmes. Bon, mettons un dixième quand même, pour être honnête. Mais oui, et puis c'était in extremis. C'était encore un scénario à la Hitchcock. Ouais. Mais même en étant deuxième, c'est quasiment une victoire pour Rossi et aussi Viñales, parce que les deux se placent très bien. Donc ça, c'est pas quantifiable sur le jour de la course, mais ça remonte le moral, donc tu roules différemment, je pense, même si c'est subtil. Ah, bien et sûr. même sur un Rossi qui est pas mentalement très friable, ça peut être que positif là. J'ai effectivement, comme je regarde les qualifs en différé, puisque j'ai pas pu y assister en live, j'ai quand même dû aussi regarder dans ma liste d'enregistrement si c'était la bonne année, parce que moi, si je vois Rossi faire 2 à un dixième de Marquez en qualif, par les temps qui courent, était-ce bien 2018, sachant qu'avant les FP, j'avais peur que les Yamaha soient disqualifiés pour les 107%, quoi. J'exagère, mais... Ouais, troll sur troll, là. Non, mais on était quand même... même tout le monde disait, même Jarvis, tout le monde en était à dire que Yamaha, c'était le Titanic. Bon, de toute façon, on va en reparler après la course, Ouais. parce qu'on a aussi des choses à dire. Mais oui, on va en parler des Yamaha, ce qu'ils ont fait ce week-end. C'était quand même assez étonnant, quoi, je pense. Oui, je sais pas, ils ont passé la seconde. Ça doit être ça. Alors, les courses, on rentre dans le vif du sujet, hein, dans le cœur du roast beef. Hein. Allez, c'est parti. Donc, course Moto 3, ça part pour 21 tours, et c'est Bezzecchi qui fait le all shot. Martin va sortir très très large en dehors des limites pour ce premier virage, et du coup perdre encore beaucoup de place, lui qui partait 13e. Donc c'est assez mouvementé comme toujours en Moto 3, et ça double beaucoup pour les places de devant. Di Giannantonio va se montrer très agressif en ce début de course, et à la bagarre avec Darren Binder et Arbolino. Ça va presque mal finir justement pour ce Fabio et Arbolino qui s'en sortent tout juste en élargissant beaucoup à cause d'une manœuvre ambitieuse, on dira, de Binder pour ne pas dire autre chose. Mais ça passe et personne ne tombe. Donc, mais par contre, c'est un peu le retour de bâton quand justement ce même Binder, donc Darren, hein, bien sûr toujours, se fait faucher par Albert Arenas. Donc on va dire qu'il y a un retour de bâton. Devant, il y a Dalla Porta qui a pris les commandes à Bezzecchi, suivi de Massia et Sasaki. Antonelli va chuter. Martin fait sa course en milieu de peloton, donc il est revenu 14e et grappille les places une par une. Lui qui est blessé, qui était pas sûr d'être sur la grille de départ, on le rappelle. Donc le local de l'étape, Nakarin, je vais pas dire son prénom parce que je le saurais pas dire, donc va chuter au virage numéro 12. Comme il y a beaucoup d'aspiration sur ces circuits avec les grandes lignes droites, c'est difficile de creuser les écarts. Sasaki va chuter tout seul alors qu'il était second derrière Foggia, suivi désormais donc par Fabio Di Giannantonio et Bezzecchi. Martin réussit à remonter 7, va faire chuter Masaki dans une manœuvre limite, et il se prend notamment juste après un avertissement pour les limites de piste dépassées, quoi. Il roule trop large. Le local de l'étape, Nakarin, qui était remonté sur sa moto, va rechuter. Type running gag. Bon, le pauvre, c'est compliqué. Bezzecchi mène au dernier tour et Bastianini remonte bien, ça se bat beaucoup devant. Et c'est finalement Di Giannantonio qui prend la tête, suivi par Dalla Porta. Sur le dernier virage, Bastianini, un peu ambitieux, est obligé de freiner en plein virage pour éviter de toucher le pneu arrière de son coéquipier. Malheureusement, il vient perdre l'avant et emporter Bezzecchi, qui était alors en 3e place. Di Giannantonio remporte la course devant Dalla Porta et Foggia. Martin, grâce à ce concours de circonstances, finit 4e.
Donc je sais pas si t'as pu voir la course. Oui, j'ai pu en profiter. Alors, le café tardait à faire son effet, mais j'ai pu quand même regarder la course en live. Et effectivement, bon, c'était chaud patate sur certaines manœuvres, hein, mais Ouais. c'est propre aussi au Moto 3. Et là, l'espèce de drame de la chute Du dernier virage, ouais. oui, là, donc c'était pareil. On pourrait crier au complot. Est-ce qu'il l'a mis par terre? Non, il l'a pas mis par terre exprès. Mais Non, clairement, au contraire, il essaie d'éviter de toucher oui. l'arrière de son coéquipier et il chute, il emporte Bezzecchi. Et d'ailleurs, Bastianini est venu s'excuser après la course. Je sais pas si t'avais les images Ah non, ça dans le j'ai box pas vu par contre. Et Bezzecchi, très beau joueur, il a tout à fait pardonné, remercié Moi, il a Bastianini compris que d'être venu c'était le pas un voir dans son assassinat, box, quoi. quoi. Ouais. Bien sûr, et alors que Bezzecchi cherche les gros points pour cette Mais fin de oui, championnat. surtout même pour ça, parce que quand je dis que ça aurait pu passer pour une manœuvre, c'est que c'est limite pas, c'est pas politique, mais il y a de l'enjeu vu que Bezzecchi cherche du point, et là, c'est zéro, quoi, score blanc. Hein. Ouais, exactement. Donc, fouille aïe. Après, Martin, il roule blessé, il finit 4ème. Voilà, quoi dire, quoi. Terminator, oui, je sais pas ce qu'ils prennent. oui, ça me semble Incroyable. C'est vrai qu'on oublie qu'il est diminué, quoi. Alors que c'est le cas. Chapeau, monsieur. On passe à la Moto 2. Donc, cette fois-ci, ça part pour 24 tours. Et Baldassarri fait le all shot. Ça roule tout de suite très très compact, avec notamment Pasini, Marini, Binder, Bagnaia, Marquez. Et c'est ensuite rapidement l'hécatombe en quelques tours. On a Mir qui va perdre l'avant et venir percuter Schroeter et Fernandez. Donc, tous les trois disqualifiés. Le premier sortira notamment sur civière et Schroeter se tiendra le poignet, assez inquiétant les images. Mais bon. Ensuite, c'est Navarro, puis Manzi, Odendal, et enfin Marquez qui viennent tâter du bac à sable sur des chutes où il tombe tout seul. Donc là, à ce moment-là, moi je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qu'elle a cette piste, j'espère que ça va pas se passer la même chose en MotoGP juste après, parce que ils perdaient tous l'avant dans les virages. Ouais. C'était assez hallucinant. Et ensuite, donc on a Oliveira qui mène à ce moment-là devant Bagnaia, Binder, Baldassarri, Pasini, et l'aspiration joue beaucoup aussi, alors que dans cette catégorie, c'est pas forcément toujours évident. On voit que ça roule toujours bien resserré grâce à l'aspiration dans la ligne droite. Ça se dépasse aussi beaucoup et Quartararo pointe derrière ce groupe-là. On se retrouve, on va dire, à partir de la mi-course avec les deux KTM et les deux Kalex VR46, Binder Oliveira contre Bagnaia Marini. Donc c'était marrant de voir ça. Baldassarri, justement, lui qui était 5ème à ce moment-là, va chuter en voulant revenir sur eux. Marini, qui part de 8 plus loin, donc il est 4ème, mais il y a quand même un gap, fait des bons chronos en fin de course et les remonte, les trois devant, alors que Bagnaia, lui, il doit se battre en tête tout seul contre les deux KTM. Marini remonte et il va passer Binder, puis Oliveira, donc Oliveira qui sera sur un freinage dans le dernier tour. Je pense qu'il va le regretter. Du coup, Marini prend la place et va venir faire tampon sur le reste de la fin de course et protéger son coéquipier en tête. Quartararo, lui, sécurise sa place en solitaire et Sam Lowe chute dans l'avant-dernier tour. Bagnaia gagne la course devant son coéquipier Marini et Oliveira 3ème. Quartararo, lui, finit 5ème, Danilo 20ème. Ouais, j'ai vu cette remontada, je sais même plus comment il faut appeler ça. C'était assez édifiant de voir Marini revenir comme si les autres roulaient, je sais pas, sur des œufs, quoi. Et il a repris plusieurs longueurs en un tour, et après il a taxé les KTM. Bon, certes sur une légère erreur d'Oliveira, mais il a fait ça comme si c'était facile. Or, on sait que les fins de course, facile, oui. En fait, c'est comme s'il y avait une classe d'écart entre lui et les KTM, alors qu'ils amusaient pas la galerie entre Bagnaia qui essayait de pas se faire rattraper et les Katoches qui étaient limite en duo à se faire un peu à profiter de la spi l'un l'autre. Là, j'ai pas compris comment il est revenu comme ça, quoi. Peut-être avait-il des pneus mieux préservés, ou alors il s'est dit il y en a marre que c'est qui en pole beach sur moi en disant qu'il suffit pas d'être le frère de demi-frère de Rossi pour justifier sa place. Non, mais on peut aussi revenir sur le fait qu'on avait des doutes quand même sur le fait que il serait temps qu'ils sortent les doigts. Ouais. On aime à penser qu'il nous a entendus.
Ouais, bah depuis, il fait des résultats tout à fait honorables qui correspondent à son statut. Donc, on est autorisé à fermer notre gueule. Voilà. C'est ça, exactement. Voilà. Il faut quand même rappeler que, voilà, quand on dit des trucs qui ne sont pas, finalement, quand on va dire l'histoire nous donne tort, il faut quand même qu'on le dise. Jusqu'à présent, il était pas ridicule, mais il n'avait pas montré de trucs transcendants. Bah là, quand j'ai vu ce que j'ai vu ce matin, j'ai fait ok, d'accord. J'arrête de parler. Non, surtout pas. Mais à la limite, je peux me permettre de bitcher si après je dis que je me suis trompé. Donc ouais, on a Danilo 20e, je sais pas trop ce qui lui est arrivé, mais Quartararo a fait belle figure. 5e, oui, après Danilo, il finit toujours dans ces eaux-là. Ouais. Je pense c'est son année rookie. On verra ce qu'il fait l'année prochaine. Non, on n'a pas de structure comme le VR46, alors il faut qu'on pousse nos petits Frenchies, quoi, mince. Quartararo, ça a réussi, puisqu'il est monté en MotoGP, cocorico. Ouais, vitesse grand V pour Quartararo qui brûle les étapes, on l'a déjà dit. Exactement, ouais. Espérons que ce ne sera pas comme Icar, mais je ne pense pas. Voilà. Vu qu'il a quand même du level, ce garçon. Et puis, il arrive à finir, c'est-à-dire que là, il voit qu'il est 5e, qu'il n'arrive pas à rattraper, plutôt que de rouler au-dessus de ses pompes. Il finit. Il assure. Ouais, il finit. Ça fait. Oui, puis... Moi, j'ai une passion pour les pilotes qui finissent les courses. Ça, c'est trêve de plaisanterie. C'est ce qui fait la différence aussi. C'est quand tu marques des points. Un peu comme le fait que, par exemple, Vignales soit resté très longtemps dans le top 3 du classement. C'est que tu fais pas d'étincelle, mais tu marques du point. Tu fais un peu d'épicerie. De toute façon, tu regardes la carrière d'une pilote quand il a terminé et ils retiennent jamais. Il a fait un super dépassement, puis après il est tombé. Voilà, c'est ça. Non, ils retiennent les classements au championnat du monde. Complètement. Ouais. C'est tout. Donc les points. Allez, on passe sur le MotoGP. MotoGP. Alors déjà, avant même le départ, il y a eu un micro-psychodrame sur les choix des pneus. Parce que Michelin s'est rendu compte que la piste était plus chaude que quand ils avaient fait les essais. Enfin, les essais de pneumatiques, quand ils avaient fait tout leur mise au point du pneu pour Buriram. Parce que le technicien Michelin évoquait facilement 3-4 degrés de plus, ce qui pour eux est énorme. La piste était à 57 degrés versus eux, ils n'avaient jamais eu plus que 53-54. Et on sait que 3 degrés sur une piste... vu que c'est au micro-poil, ça peut chambouler les trucs. Donc, ils avaient conseillé à tout le monde de prendre du hard. Et alors, Aleix Espargaro avait un petit peu fait une semi-Miller, parce qu'il avait pris le soft, lui, carrément. Alors, le soft était réputé pour ne pas tenir plus que 16 tours, avant de se dégrader. Donc, quand même 26 tours. Mais bon, ça se tentait. D'ailleurs, le même Aleix a failli se faire piquer sa place sur la grille par son frangin Paul. Et en fait, il était obligé de lui rappeler que c'était pas sa place. Et donc, on a vu Paul Espargaro faire une espèce de manip, un peu comme quand je cale au feu rouge, tu sais, avec les pieds, pour reculer sa bécane, pour se remettre sur la grille. Je me suis dit, pourvu qu'il se fasse pas une Marquez à faire un demi-tour, sinon il repartira des stands. Non, donc c'était le petit gag. Autre petit gag, là on parle vraiment de quand les feux s'éteignent, les feux rouges s'éteignent. Iannone tape un wheeling comme les Lascar en scooter sans le casque devant les collèges. La moto se soulève et donc il rate son départ, ce qui va le faire partir dans le ventre mou après du peloton. Il sombrera en 11e position dont il s'extirpera pas. Donc c'était pas la course pour Iannone, je vous fais un spoiler alert là. Je le fais après. C'est génial de faire un spoiler alert après le spoiler, comme ça. On est vraiment sûr de se faire spoiler. Mais devant, ce qui se passe, c'est que Marquez fait le all shot. En même temps, il partait premier, donc il conserve sa première place. Suivi de près par Rossi, Dovi, Vignales et Crutchlow qui font un beau paquet bien compact de 4. Zarco est dans le coup aussi, il les suit de près. C'est un peu un premier tour façon Moto 3, parce que ça met plus qu'un tour à se décanter en fait. Le peloton, la boule de pilote est vraiment consistante et dure longtemps. Zarco et Vignales suivent donc dans l'ordre Marquez, Rossi, Dovi et Crutchlow, mais vont peu à peu reculer en début de course. Rossi, lui, il est dans le top case de Marc Marquez, il lui colle au train. Et je pense qu'il pouvait lire les numéros de châssis de la Honda, de là où il était. Nakagami tombe suite à un incident avec Lutti. Il passe au stand et il repartira quand même. Bon, après, pour le sport, si je puis dire. Au 4e tour, Marquez se laisse dépasser par Rossi.
et Dovi. Je dis se laisse dépasser parce que, a priori, il n'y avait pas de raison évidente, il n'a pas fait de méga erreur, mais bon. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il dit un peu après vous. Peut-être parce qu'il en a marre d'ouvrir la voie aussi et qu'il préfère, comme d'hab, niquer les gens à la fin. En mode renard. Donc, voyant qu'il peut pas s'envoler, il dit je vais suivre, comme ça en plus ça lui permet d'observer où les gens sont forts ou moins forts, parce que Rossi était fort dans la fin du circuit et moins dans le début, donc il s'est mis en mode non pas caravane, mais il a suivi ses deux adversaires les plus cinglants. Et Rossi, lui, tient quelques tours, donc c'est pareil. Je me suis dit, tiens, Rossi en tête, c'est quoi l'année? Marty, 88 miles par heure. On est revenu il y a quelques années. Non, là, il était solide. Hein, il a réussi à tenir plusieurs tours. Dovi a pris le relais, ainsi que Marquez. Par contre, en fait, Rossi s'est fait successivement et dans la même ligne droite passer par Dovi et Marquez, parce qu'il a fait un léger guidonnage en amorce de ligne droite, et si tu perds un quart de seconde en début de ligne droite, à la fin c'est 50 mètres. Hein. Donc ça se passe au 10e tour, changement de leader. Dovi passe leader avec Marquez qui, lui, pour le coup, maintenant regarde sa proie. On va dire ça comme ça, puisqu'il il observe encore. Il y a donc toujours ce groupe de 4, suivi à quelques longueurs par Vignales et Zarco, qui certes ne se font pas j'allais dire lâcher, mais ne reviennent pas non plus. Donc ça stagne de ce point de vue-là. Il y a Pedrosa qui revient du Diable Vauvert, et Rins aussi qui se mêle au débat. Pedrosa, lui, est un petit peu trop en mode YOLO, parce qu'il se sort après avoir été 5, et il envisageait de croquer Vignales pour prendre la 4e place. Mais là, ça lui a joué des tours, il était un peu trop ambitieux, et au 18e tour, il est allé tâter du gravier. C'est d'ailleurs le seul abandon de la course, parce que Nakagami, bien qu'à 2 tours, finira. À 7 tours de l'arrivée, c'est toujours ce fameux groupe de 4, mais c'est tout pareil sauf ce qui change, parce que Vignales a remplacé Crutchlow. Le susnommé Crutchlow s'est fait taxer aussi par Rins et Zarco, et est en 7e position. Alors on ne sait pas trop ce qui s'est passé pour lui, mais il n'a pas réussi à transformer sa 4e position en autre chose. Donc visiblement c'était pas la bonne journée pour lui. Et Vignales finit comme il en a l'habitude, très fort. Sauf que là, il part pas de la 16e place. Donc, en fait, il finit aussi par doubler son coéquipier, un certain Valentino Rossi. Et il est 3e, donc podium pour le Lascar. Ça, je vous le dis tout de suite. Donc ça, c'est à 4 tours de l'arrivée. Cet événement tragique qui voit Rossi rétrograder au pied du podium. Mais bon, on s'en remettra quand même. Là, déjà, rien qu'ils finissent avant Lutti, je suis content. Non, je suis encore dans mon traumatisme des Yamaha qui sont à la cave, tu vois. J'y crois pas encore qu'ils jouent les premières places. Donc à 4 tours, quelle surprise, Marc Marquez tente l'estocade sur Dovi, sauf que on connaît le Dovi, qui lui-même connaît le Marquez. Il y a baston. Il y a une baston chirurgicale et limite avec du gel antibactérien, quoi. Il y a pas de contact. C'est clean, viril mais correct, et avec parfois des freinages en vrac. Dovi, lui, c'est plutôt glisse des 2 roues, alors que Marquez, c'est stoppie. Jusqu'à la fin, en fait, ils sont retaxés sur les 4 derniers tours. Mention spéciale aux 2 derniers tours. Et au dernier virage, ce dernier virage coïncidant quasiment avec l'arrivée, parce que la ligne est très tôt après le dernier virage, est favorable, une fois n'est pas coutume, à Marquez, qui vint un peu le signe indien je me fais avoir à la fin. Ou du moins, je me fais avoir à la fin, c'est ma manœuvre suicidaire ne fonctionne pas sur Dovi. Mais ça, ou sur Lorenzo. Parce qu'on se souvient aussi que Lorenzo avait tenu la dragée haute à Marquez, donc il devait quand même être content d'avoir quelqu'un pour le distraire, le Marquez. Ah oui, oui. Donc voilà, parce que it's lonely at the top, hein, donc de même que, d'ailleurs, petit aparté, il disait dans l'interview qu'il était content alors ça c'est des éléments de langage, hein, que Lorenzo le rejoigne, parce que c'est toujours bien d'avoir un top pilote, et comme ça, si vous gagnez pas, vous n'avez pas d'excuses.
Et finalement, quand j'y pense, c'est peut-être un petit peu vache pour Pedrosa, mais dans les faits, c'est vrai qu'il doit s'ennuyer, en fait, Marquez. Entre guillemets. C'est l'impression que ça donne, ouais. Et au final, si tu lui mets un Lorenzo dans les pattes, lui, qu'est-ce que tu veux de plus? Comme il a, bon, on va pas trop faire parler les résultats avant à la fin du championnat, mais mathématiquement, c'est pas fait, mais il se dirige vers un énième titre, hein, et surtout avec une espèce d'impression de facilité, qui est un peu déconcertante. Un peu comme Schumacher du temps de Ferrari, quoi. C'est genre, il y a quelqu'un? Non, parce que... oui. Ouais, sauf que Schumacher, c'est pas qu'il est pas talentueux, le monsieur, mais c'était la Ferrari qu'il fallait avoir pour gagner ces années-là. Oui, bien sûr, mais je parlais de l'espèce de mainmise, parce que certes, Marquez, il se bastonne, mais t'as vu l'avance qu'il a au championnat. C'est que il a le talent, peut-être même plus que la moto d'ailleurs, pour gagner, parce qu'on voit qu'un Pedrosa, qui est quand même pas un Mickey, n'y arrive pas. Et sur plusieurs années. Et là, si tu lui colles un Lorenzo, ça va peut-être lui changer son quotidien. Et donc, nous, on peut être que content d'ailleurs. En tant que spectateur, de voir ça, ça fera sur le papier, causer. c'est une team qui fait peur, par contre, hein, honnêtement. Ouais. On verra. Nous verrons. Mais oui, une belle course, j'ai bien aimé. Un peu premier tiers, la course. J'ai cru que ça allait être chiant, hein. Honnêtement. Ouais, monotone. Je me suis dit, mais non. C'est ce qu'on disait sur notre petite chaîne Discord. Et ouais, non, au final, ça s'est bien battu. Marquez, j'ai l'impression, comme t'as dit. Alors, c'est peut-être pas pour jouer au chat et à la souris, mais plus pour. Il s'est dit, bon, j'arrive pas à les lâcher. Je me cale derrière celui qui me passe devant et j'économise mes pneus. Oui, c'est ce que je me suis dit aussi. Effectivement, il a peut-être eu envie de pas être victime de ses pneus. Parce que quand tu ouvres la route, c'est un peu comme quand tu fais du remonte de fil, hein, c'est pas rare que je laisse passer un scooter, c'est pas parce que je suis gentil, c'est que comme ça, s'il cartonne, c'est lui, c'est pas moi. C'est ça. Quand tu passes devant, tu sais pas trop si... Enfin, tu sais parce que t'as le panotage, mais sinon t'as du mal à savoir s'il faut que tu ouvres vraiment plus et que tu tes pneus ou pas. Tu te cales derrière le premier. Si tu roules le même rythme que lui, tu sais très bien où t'en es, quoi. Voilà, du coup, Zarco... Ah oui, Zarco finit 5ème in extremis parce qu'il était 6 et il a passé Rins dans le dernier virage. Donc là, il a fait un petit hold-up. Je sais pas vraiment hold-up, mais il a réussi son coup. Et, et donc en fait, les Yamaha sont revenus en forme. Hein. Ouais, 3 Yamaha dans le top 5. Ouais. Donc avec une Ducati et une Honda. Donc si Pedrosa n'était pas tombé, je pense qu'il aurait fini dans le top 5. Mais non, chapeau à elle. Moi, alors il y a tout le monde se demande comment ça se fait que ils sont catastrophiques un week-end et le week-end d'après ils assurent. On sait très bien que Sachsenring c'était grâce aux data de l'année dernière de Folger. Mais je me demande si c'est pas justement parce qu'ils avaient aucune data sur le Grand Prix de Thaïlande à part les essais hivernaux qui sont partis de rien et que du coup ils ont dû tâtonner comme toutes les teams qu'ils ont trouvé le bon réglage, quoi. Ça se trouve sur tous les autres circuits ils reprennent des réglages qui ont marché une année, on va dire, et qui du coup sont totalement décorrélés de ce qu'il faut. Alors que là possible. Que là, vu qu'ils partent quasiment d'une feuille blanche, vu qu'ils ont juste roulé 3 jours pour des essais hivernaux, après j'ai pas la réponse. Ou alors peut-être que aussi les autres teams sont moins suraffûtés, que ça fait un peu comme le trophée Clairefontaine, tout le monde a le même même bateau et puis c'est possible. Faut voir. Mais aussi, et puis ils ont reçu des nouvelles pièces, on a vu des photos, ils ont bien mis sur Twitter Yamaha, je sais pas si t'as vu. Non. Devant le box Yamaha, il y avait des caisses immenses, genre de nouvelles pièces. Genre, regardez, on bosse. Après, je pense qu'ils ont pris tellement de critiques dans la tête qu'ils en ont fait un peu trop, une opération de com. Il y a plein de nouvelles pièces. Déjà, en allant faire mea culpa en conférence de presse, c'était presque trop. Mais on en a déjà parlé. Enfin, vous en avez déjà parlé. Et donc là, espérons que ça va durer et qu'il y aura encore des yams pour venir perturber le mano à mano du 4 Bien sûr. Honda. Est-ce qu'on dit Honda ou est-ce qu'on dit Marquez? Parce que bon, on le saura l'année prochaine avec Lorenzo dans le team. Eh oui. Si c'est la Honda qui fait le pilote, je pense que Marquez, on sait que c'est une sorte d'extraterrestre.
Et la Honda, est-elle bonne ou pas bonne? C'est vrai que elle est pas mauvaise parce qu'on voit que Crutchlow, quand il tombe pas, sauf sur cette course-là, il fait des bons trucs. Donc je pense que la Honda est quand même bien née. Mais bon, il a eu un Marquez, gros problème de pneus sur cette course, Crutchlow. Il a fait un super bon début de course. Bah oui, et après il s'est fait manger par tout le monde. Il s'est fait manger par tout le monde, ouais. Donc pourtant il était parti en hard. Donc il termine 7ème à 6 secondes et demie de la tête, quoi. Donc. Et quand il était dans le premier groupe de 4, avant de se faire remplacer par Vignales, il était au contact, il tournait comme les autres. Ah, il tournait comme les autres, exactement. Ouais. Bon, écoute, nous saurons peut-être ça, peut-être que comme il ouvre pas mal sa gueule, il fera un article en disant je sais pas, mais une petite déclaration à l'emporte-pièce là. Bah je pense qu'il cette année il est content d'avoir une moto similaire à usine, donc il l'ouvre pas trop, quoi. Ouais. C'est ce qu'il voulait. C'est pas mal. Alors petite discussion post-course que j'appellerais du café du commerce, et justement pourquoi je te dis ça, c'est que en regardant ce Grand Prix, et même les FP, je me suis dit, bon, c'est le circuit Chang, qui est une marque de bière qui sponsorise le circuit, qui fait du naming. Et qu'est-ce que je vois? Je vois des pubs Singa. Alors, pour les gens qui ont déjà voyagé en Asie, la Singa Beer, on en voit de toute façon aussi en France, c'est une bière 100% thaï, qui date d'assez longtemps, parce que ils ont commencé dans les années 30 à brasser de la bière en Thaïlande, la bière Singa. Et Chang est leur grand concurrent et leur a récemment d'ailleurs piqué la place de number one en Thaïlande. Ce qui n'est pas peu, parce que ça picole pas mal, surtout qu'il y a plein de touristes plus ou moins alcoolos qui viennent en Thaïlande. Et donc ton serviteur connaît donc les bières Chang et Singa respectivement, mais Chang c'est pas du tout... on aurait pu se dire Singa c'est une autre marque de Chang. Non, Chang c'est Carlsberg, ils sont venus sur le marché il y a 10 ou 15 ans je crois. C'est un peu une offensive européenne sur le territoire thaï. Donc voir des pubs Singa au nez et à la barbe c'est comme s'il y avait des grosses banderoles Monster sur le circuit Red Bull, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends, ouais. Et ça m'a fait ricaner tout en repensant à ces bières glacées qui sortent des frigos en Thaïlande, dans des endroits que je ne nommerai pas. Bon, je vais pas te poser de questions sur tes trips en Thaïlande, mais ouais, t'as l'œil pour les bières, j'avais pas du tout. Ah oui, mais en fait, mais c'est pavlovien totalement, c'est que quand je vois les deux dragons qui se font face, Singa, à 50 km, tu vois, moi je fais binouze, hop, binouze fraîcheur. Et Chang, ouais, c'est les deux éléphants des bières, on se refait pas, un tarmo, généralement, grosse image d'Épinal, le motard boit des bières. Eh ben oui. C'est sûr. Oui, autre sujet peut-être plus sérieux, les yams. On en a parlé un peu précédemment. Qu'en penses-tu? Moi je suis Rossi fan, alors je suis obligé d'être content. Non, je suis content pour les Yamaha, même si je suis pas retenir aussi ni Vignales ni Yamaha en particulier. J'ai rien contre eux. Je suis content de les revoir à ce niveau-là. C'est à mon avis leur place qui n'aurait jamais dû quitter. Exactement. Par contre, je pense pas une seule seconde que ils vont assurer à Motegi, qu'ils vont assurer à Phillip Island, qu'ils vont assurer à Sepang. Je pense que c'était un coup d'éclat. Voilà. Comme aller chez Spargaro a déchiré à Aragon, on sait très bien qu'Aragon c'est son circuit et machin, et voilà, il a fait 6ème, pour le reste de la saison on le verra plus. Là, Yamaha, je pense que c'était un coup d'une fois, genre comment on dit, le gars qui veut mourir, qui est en train de mourir, tu sais, et genre il a un regain d'énergie, voilà, exactement, c'est le chant du cygne un peu, exactement, et que du coup, non, on les reverra pas de la saison. Après, c'est même plus du pronostic, là, c'est du pifomètre, que je fais, mais j'ai le sentiment que ça n'a pas réglé des problèmes. Alors peut-être qu'il y aura un léger mieux, mais on règle pas une moto qui tourne pas toute la saison en une course. Au mieux, ça remettra un petit peu ça les remettra mentalement dans le coup. Vignales a été beaucoup moins chanchon que les autres week-ends. Parce qu'on l'a vu dans le box être relativement souriant et communicatif avec Forcada. Ça sera pas plus, on n'aurait pas non plus cru ça cette année en tout cas après le psychodrame qu'il y a eu là. Donc voilà, c'est peut-être aussi l'ambiance qui s'améliore. Ça peut que leur
apporter du mieux. Mais effectivement, de là à ce qu'ils cartonnent et qu'ils arrivent à battre les autres marques, écoute, nous verrons. Voilà. Ça donne encore plus d'intérêt aux prochaines courses. Ouais, c'est sûr. Et moi, j'avais une petite diatribe sur les pneus parce que j'en ai déjà parlé dans un numéro précédent. Je ne comprends strictement plus rien aux gommes parce qu'on en a pas reparlé, mais chez Spargaro avait fait un gambling sur ses gommes. C'était le seul à être parti en soft quand tout le monde prenait des hards pour finir. Et soi-disant, au bout de 16 tours, il a commencé à sombrer. Pas du tout. Il est resté à la place qu'il avait depuis le début. Alors bon, il n'a pas non plus remonté en flèche, mais il n'est pas descendu en queue de peloton. Il est resté, je crois, 12e. Il a changé des places quelques fois, mais rien de formidable. Donc il a réussi, et peut-être, on en parlait avant la course, tu évoquais peut-être effectivement un traction control un peu plus civilisé. Oui. Et puis peut-être que lui aussi s'est évertué à pas trop taper dedans, mais la preuve est que donc quand Michelin te dit prends tout sauf, prends que du hard, le reste tu vas mourir. Visiblement, le soft, ça passe aussi. Donc, même les pilotes on disent que parfois, on peut plus vraiment parler de médium et de soft comme avant, où t'avais une gomme, rien qu'à la regarder, elle se consumait, et puis l'autre, elle était dure comme du bois. Donc, ça s'est beaucoup resserré. Et pour le commun des mortels, à savoir moi et j'imagine pas mal d'autres, je ne comprends plus rien aux allocations de pneus, quoi. À la limite, j'y fais plus trop attention, sauf quand c'est slick et pluie, hein, attention. Je vois bien ce que ça fait, comme quand Miller avait fait un peu le trublion, mais ouais. Là les pneus soft hard machin, en fait on s'en fout. Enfin moi je m'en fous. Ouais, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Après je te rejoins, c'est vrai que quand tu vois des courses comme ça, tu te demandes est-ce qu'il y a une vraie différence entre les pneus. À part forcément pour claquer la pole, voilà, ils mettent tous quasiment des pneus soft, mais là, ouais, c'est bizarre. Après, mais comme aussi on l'avait évoqué en off, c'est peut-être à chaque fois, il y a peut-être une vraie grosse différence, mais les teams sont assez forts pour pouvoir adapter les suspensions, les cartos, pour faire un package homogène et pilotable pendant 26 tours, ou voire même plus, ça dépend des circuits. C'est peut-être sur la longévité que finalement c'est un bundle ECU, suspat, d'autres réglages, la chasse, j'en sais rien. Mais à la fin, nous annoncer qui part avec quelle gomme, ça permet pas de se faire une petite idée du style bah oui, lui comme il est en soft, dans les 3 derniers tours il va se faire rattraper par les autres, etc. Mais c'est ça. Ils étaient les 4 premiers étaient en hard et Zarco avait un medium à l'avant et un hard à l'arrière. Ça l'a pas empêché de finir finir 5e et de finir sa course sans problème, quoi. Non, mais c'est bizarre. Bon. Après écoute, voilà, mais Michelin, si tu nous écoutes, explique-nous, fais des trucs un peu fais-nous un PDF avec, explique-nous comment on comprend tes pneus. Fais-nous des trucs, mais pour les pilotes aussi, ouais. Explique-leur comment on choisit les pneus parce que ils en ont marre de pas savoir. Donc on fait un petit point championnat. Moto 3, Martin en tête avec 204 points. Bezzecchi qui a malheureusement rien marqué, 178 points. Eddie Gianantonio 175 juste derrière. Moto 2, Bagnaia 259, Oliveira 231 et Binder 157. Quartararo 9e avec 111 points. Et en MotoGP, Marquez creuse l'écart, 271 points, Dovizioso 194 points, Rossi 3e, 172 points, Zarco 8e avec 123 points. Donc ouais, non, c'est bon. Après Marquez, voilà, je pense que j'ai vu tomber une stat aujourd'hui, s'il gagne à Motegi, il sera titré champion. Ok. Voilà. Il y a d'autres scénarios possibles suivant combien termine Dovi, mais en tout cas s'il gagne à Motegi au Japon là, c'est fini le championnat. Quand tu vois qu'il a 3 courses d'avance en termes de points, effectivement, tu peux toujours imaginer des scénars, mais ouais, s'il gagne la prochaine fois, ce sera plié mathématiquement. Exactement. Bon. C'est ça. Tant mieux. Et moi, je suis content pour lui, hein, mais c'est vrai que on aime mieux quand ça se joue à la dernière course, hein, c'est sûr. Ouais. Bah comme c'est l'année dernière mais entre Dovi et Marquez. Oui, parce que je repensais à cette course-là. Tu te souviens qu'il a sauvé une glissade de 50 mètres là. Et bien imaginons que Dovi soit pas bourré, parce que si c'est que Marquez est tombé, il va pas piloter pareil.
Sauf que ouais, il aurait Oui. fallu qu'il remonte de là où il était pas derrière, pile poil derrière, il était pas deuxième. Il était loin derrière. Mais on n'est pas passé loin d'une espèce de coup de théâtre. Et bon, bah, Oui, le et Marquez, puis, il s'est remis sur... Parce que non seulement il a fait une glissade de bâtard, mais il a fait du cross dans les cailloux aussi. oui, oui. Et beaucoup de ses coreligionnaires seraient vautrés dans les caillasses. Lui, rien à C'est sûr. foutre. Reparti. Non, mais c'est sûr que même pour la visibilité d'un championnat en général, quand c'est la dernière course qui définit le champion, Ah bah là, ça ça attire une mousse, hein. visibilité, Ouais. parce que là, qui va se lever à 4 heures du matin pour voir les courses de Sepang si Marquez est champion? Pour nous, oui, forcément, oui, certes. parce qu'on aime bien se faire du mal, mais... Non, mais puis nous, comme sinon, on connaît un peu plus que les gens qui s'y intéressent qu'une fois par an ou une fois par décennie, les autres c'est ça. pilotes nous intéressent aussi parce qu'on connaît un peu leur histoire, leur bisbille entre eux ou pas, justement, leur copinage. Là, pour le coup, d'ailleurs, Marquez et Dovizioso sont tombés dans les bras dans le parc fermé, là. Donc eux, ça se passe bien, pour l'instant. Donc, voilà, c'est déjà cool. Est-ce que tu nous parlerais d'un petit point hors GP, notamment des Frenchies qui gravitent dans le monde merveilleux des deux roues motorisés? Oui, alors on commence avec le World Superbike. Donc le Superbike a roulé à Manicourt, donc en France, les week-ends du 29 et 30 septembre. Donc on a Jérémy Guarnoni, on vous en parlait il y a 2 semaines, tout récent champion de France Superbike, qui roulera dans le team Pedercini sur Kawasaki en remplacement de Yoni Hernandez. Donc on en a discuté un peu en off avec Murdoch. C'était une histoire, Yoni n'aurait pas voulu de la chambre d'hôtel proposée par son team. Du coup, il serait quand même venu à Manicourt, mais l'accueil était fermé, du coup, il a pas eu sa chambre. Et bref, c'était très bizarre. Ouais, non. Bon, après, est-ce qu'il veut vraiment de son contrat avec son team? Je sais pas. On se pose des questions. En tout cas, donc c'est un Français qui a remplacé Hernandez, au pied levé. Et Baz, sur les 2 courses, a fait 10e, tout rond. Et Guarnoni, lui, 17e et 19e, ce qui est honorable. Au classement général, Baz est 11e. Donc, il faut aussi noter la double victoire de Jonathan Rea sur sa Kawasaki, qui a 135 points d'avance sur Chase Davis, qui est Ducati. Et il est donc titré champion du monde de World Superbike pour la 4e fois consécutive, et alors qu'il reste 2 épreuves, donc 4 courses à courir. Donc c'est ce qu'on disait pour le MotoGP, on peut rejoindre ça. Est-ce que quand il reste 4 courses, c'est intéressant c'est un peu moins intéressant de regarder le championnat, vu que... Oui, là, ça titré, se résume à qui pour battre Johnny Ray, quoi. C'est ça, parce que même son coéquipier, c'est ce que je dis après, ouais. La moto est performante, mais Jonathan Rea, il est vraiment au-dessus de son coéquipier qui a la même moto, donc oui. Tom Sykes. Et je mets que Ferraya en Superbike, quoi, depuis. Ça fait longtemps qu'il aurait dû, je pense, avoir eu. Pas longtemps, mais fait son 4e titre de champion du monde, quoi. Mais c'est un peu aussi comme... Alors peut-être que je dis une ânerie, parce que peut-être qu'il a couru en MotoGP, Bellis à l'époque. Mais il a fait des piges, en tout cas, c'est sûr. Et notamment, il a gagné à Phillip Island. Voilà, c'est des pilotes qui, à un moment... Enfin là, à un moment, c'est plutôt 4 championnats. ont le dessus, mais la tête et des épaules sur tout le monde. Donc effectivement, on peut penser qu'il ferait des belles choses en MotoGP. Non, Troy, il a bien roulé 2 ans en MotoGP chez Ducati entre 2003 et 2005. Voilà, mais en fait, il avait pas fait de résultats, il avait pas gagné de course. Sauf quand il est revenu faire une pige à Phillip Island, là, il est un petit peu calmé. Du coup, ça c'était pour le Superbike, donc félicitations à Jonathan Rea, et puis on le reverra l'année prochaine pour un autre titre, on suppose. Attends, je vais faire une petite parenthèse Ducati. Ils déboulent avec leur V4 Ducati. Alors, est-ce qu'ils vont mettre tout le monde d'accord? On ne sait pas. Nous verrons. Il va y avoir du cheval, là. J'espère que ça va suffire. Il va y avoir du canasson. Il faut aussi une moto agile. On sait que les motos puissantes, on a vu la Ducati, c'était la GP15, je crois, qui était un monstre de puissance, mais qui tournait pas dans les virages. Donc ça suffit pas. En super sport, du coup, ce fut beaucoup moins mélodramatique qu'à Portimao il y a 2 semaines, on vous en avait parlé. Donc on a Cluzel qui arrache la victoire, Maya se termine 3e et Perolari 6e, pardon. Donc il y avait 2 wildcards français en super sport, Bao et Materne, mais aucun des deux malheureusement ne finiront la course.
Donc on a une belle course des Français, on a 3 Français dans le top 6, bon en plus à domicile quoi, c'était génial de voir ça. Au général, Cluzel est donc deuxième du championnat à 9 points de Cortésie et Maillas 6ème. Perolari pointe 18ème. Je te laisse enchaîner avec le Super Sport 300. Super Sport 300, dernière course de la saison parce que c'est un championnat qui ne se court qu'en Europe. Donc ils vont pas faire les tournées outre-mer. Anna Carrasco était à surveiller parce qu'elle pouvait devenir, en cas de victoire ou de bon résultat, la première femme titrée championne du monde d'une compétition FIM en individuel. On précise donc que oui, c'est pas un championnat femme, c'est un championnat mixte, tout comme le sont les autres championnats, mais dans lesquels on voit rarement émarger des femmes. Mais là, elle fait mieux qu'émarger parce que là, elle est partie 25e, elle termine 13e, elle récolte donc 3 points. Ça peut sembler anecdotique, mais les 3 points en question font qu'elle termine le championnat avec 93 points. Et donc, elle devient championne du monde pour 1 point en plus. Donc, non seulement c'est la première championne du monde féminine, FIM en individuel, et surtout, elle devance Mika Perez de 1 point, parce que lui était à 92. Donc, c'est dingo. Enfin, c'est complètement dingo. Hein. On savait la course qu'elle a fait, c'était dingo. Ouais. Parce que... à partir à 25e avec la pression de se dire faut que je marque 3, faut que je marque elle avait tout à perdre en fait. Ouais, exactement. Alors là, ouais non, c'était incroyable et d'ailleurs nombre d'autres pilotes lui ont rendu hommage. Johnny Ray a fait des taufs avec elle, était tout sourire et puis le paddock MotoGP à l'unisson a salué la performance quoi, parce que c'est... Et le public français aussi à Manicourt était là et vraiment a bien salué la performance. Ah ouais, non, franchement là, ça me fait plaisir quoi qu'elle vienne mettre la pilule. Alors c'est pas mettre la pilule, mais gagner le championnat du monde, c'est quand même une sorte de pilule. Hein. Ici on parle des Frenchies parce que là on est dans la catégorie Cocorico. Hein. Enzo de la Vega, oui, 9e en course et 15e au général. Andy Verdoya qui était wildcard est 12e en course et 26e au général. Hugo de Cancelis 19e, 34e au général. Et Joseph Forêt 23e, pas de points, le pauvre homme. Joseph Forêt, c'est la même marque. C'est comme Freddy, c'est la même. Oui, c'est le cousin ou neveu, je sais plus. D'accord. De Freddy et Kenny Forêt. Ok, parce qu'on se dit on voit double, on voit triple là. J'ai un Joseph Exactement. Forêt. Ok, mais tu me l'apprends et j'en suis ravi. La dynastie Forêt, donc, a encore sévi. Se poursuit, se perpétue. Alors, qu'en est-il du Super Stock 1000, dis donc, parce que... Ouais, donc c'est une catégorie, on parle pas beaucoup, même ici, Super Stock 1000. Donc c'est une catégorie qui se court aussi uniquement en Europe, donc sur des machines de série, de 1000 cm3, hein, forcément, moto d'usine. Hein. Du coup, ce fut aussi la dernière course de la saison, et comme le Super Sport 300, mais aussi la dernière course de cette catégorie tout court, catégorie qui disparaît comme l'a annoncé la FIM. La catégorie comptait 2 Français cette année, donc Florian Marino et Maxime Cudeville, qui terminent respectivement 5e au général et 22e. Le champion en titre cette année est Markus Reiterberger, je pense, sur BMW, j'imagine que c'est un Allemand, si je me trompe pas. On peut le penser. Donc la catégorie, juste pour un rapide résumé, c'était un tremplin vers le Superbike, voire le MotoGP. C'est une catégorie qui était apparue en 99 et a vu gagner des pilotes comme James Ellison, qui a atteint justement le MotoGP, Nicolo Canepa qu'on connaît bien en endurance et qui a roulé avec succès. Xavier Siméon a gagné le Super Stock 1000 en 2009 sur Ducati avant de passer en Moto2 et en MotoGP. On a un Français qui a gagné 2 fois la catégorie en 2012 et en 2013 sur S1000 RR BMW. Et aussi, on connaît Lorenzo Salvatori en Superbike, donc il a gagné. Du coup, maintenant, il roule chez Aprilia en Superbike. Donc voilà pour un peu le résumé de cette catégorie qui n'était pas inutile, même si c'était pas franchement médiatisé, même par la Dorna elle-même. Hein, c'est le promoteur. C'est vrai que l'idée des bécanes full stock, c'était intéressant pour voir ce que ça donne, un truc qui serait pas préparé où t'aurais pas tout démonté et tout remonté avec des pièces de compète. Ouais, c'est ça. Donc voilà, paix à leur âme au Super Stock 1000. Comme on en est encore dans le Coco, excusez-nous, mais quand on peut, on le fait. En Super Moto des Nations, moi j'ai une tendresse pour le Super Motard.
J'adore cette catégorie de gros salopards, hein, tout en travers. Victoire de la France. L'équipe de France remporte le Supermoto des Nations 2018 devant l'Italie et la République tchèque. Et c'est la 5e fois d'affilée et 8 victoires au total pour la France. Donc je renouvelle mes cocoricots. Et donc bravo aux pilotes Thomas Charrer, Laurent Fa et Sylvain Bidard. Bah, félicitations aux Français. C'est vrai que off-road, on est fort. On est plus fort qu'en course de vitesse. Mais le Supermoto des Nations, si je ne m'abuse, donc si on parle bien de Supermotard, c'est un quart du circuit qui est en terre et le reste en bitume. C'est ça. Donc, c'est tout le temps tout en travers. Et ça, c'est bien. Avec les sorties tu passes d'un drift à un petit wheeling, là, comme les kékés, sauf que c'est pas des kékés, c'est des artistes. C'est des vrais champions. Tu l'avais teasé avec talent lors du début de ce podcast, qui est un podcast fleuve, vu qu'on parle beaucoup. Mais il y aura à la fin de la saison un nouveau concours qui va être le grand frère du concours des goodies. Là encore, il va s'agir de prédire, de lire dans le mar de café. Il sera question de désigner les 3 premiers du championnat MotoGP, avec tirage au sort parmi les bonnes réponses, parce qu'il risque d'y avoir beaucoup de Marquez, Dovi, machin. Parce que ça dépend dans quel ordre, hein, mais bon, peut-être Marquez sera premier, on ne sait pas. Ah mais j'ai pas le droit d'aider les concurrents. Donc il faudrait prédire les 3 premiers du concurrent et surveiller un peu les écarts, faire un peu de maths de base, alors moins 25 plus 0 égale, je retiens 2. Et ce concours sera ouvert début novembre. C'est la bécannerie qui s'associe avec nous pour ce concours et qui va couvrir le gagnant de goodies, notamment t-shirt, sac pour les casques, pour pareiller les merveilleux casques à Watt 1000, casquettes, tour de cou, autocollants et magnettes. Nous, pour notre part, nous ne sommes pas en reste parce qu'on va s'occuper, on va bichonner le deuxième avec ce qui nous reste de goodies de cette saison 2018, notamment le fameux décapsuleur collector à 20 exemplaires. Donc tout le monde ne peut pas se targuer d'avoir cette magnifique, que dis-je, décapsuleur magnette. Alors là, je vous dis pas, ça, dans les soirées en ville, si on peut le caser, genre, attends, tu veux ouvrir ta bière? Ne me prends pas un briquet, mais prends ce superbe décapsuleur. Oui, c'est vrai, je l'ai eu par Seki en pôle. Tu le vends? Non, je le fais bien. J'habite le personnage Actor Studio De Niro. Puis une situation tout à fait naturelle de se balader avec un décapsuleur magnète sur soi. Oui. Et toujours, en plus, de pouvoir... briller en société, c'est important. On peut aussi, non pas briller en société, mais faire société, hein, comme disent un peu les gens qui savent parler, car il y a une nouveauté. Sur les réseaux sociaux, c'est pas un réseau social à proprement dit, c'est carrément plus vivant, qu'est-ce donc un chan Discord, comme disent les jeunes. Donc on le doit à l'excellente initiative de Pierrot ici présent, qui a ouvert ce chan Discord. Le lien vers le channel est dispo sur notre, entre guillemets, bio Twitter, et il a également été tweeté dans le fil, tant qu'il n'est pas enseveli sous les messages de fans en liesse. Vous pouvez donc venir discuter avec toute la mauvaise foi motarde et la passion qui vous anime, et il servira notamment aussi à commenter en direct pour les gens matinaux quand il s'agit des overseas, ce qui se passe sur la piste. C'est ça, il y a déjà une bonne quinzaine de personnes qui nous ont rejoints. Ça, c'est cool. Sur le chat, donc on est là pour parler des news moto et puis des courses en direct. Hein. Donc c'est un chat global, donc tout le monde peut se parler. Et comme son nom l'indique, ça s'appelle Discord sans le E, parce que c'est anglais, mais on est là aussi pour débriefer, toujours sans insultes, mais avec beaucoup de mauvaise foi, les GP. Et les actions de course. J'aurais bien aimé avoir ce genre d'outil quand on pouvait s'attaquer à des choses comme Sepang 2015, Argentina 2018. Je pense qu'on aurait dû faire un peu de modération, mais c'est toujours... modérer un chat Discord, ça semble difficile, mais c'est... En tout cas, super outil que le chat Discord. Et puis, on n'oublie pas quand même les presque vieux... réseaux sociaux, en l'occurrence Twitter, @CQEP_pod, et sur Facebook nous existons aussi avec notre page Seki en pôle. Donc n'hésitez pas à venir partager vos idées. Nous sommes tout oui.
Et puis, petite annonce qui est pas dans le fil. Nous serons, moi et Murdoch, présents sur le salon de l'auto jeudi après-midi prochain. Donc pour ceux qui veulent nous voir, vous nous mettez un petit message sur Twitter ou sur le channel Discord. Et puis on n'a pas de stand, hein, donc on se rajoute dans les allées, mais on peut toujours se dire à tel endroit, devant tel stand. Et puis si vous voulez discuter avec nous, ce sera toujours possible. On fera peut-être un petit quelque chose avec des micros. On verra si on a le temps. Donc si ça en intéresse certains, et puis si l'épisode est sorti d'ici là, parce que c'est pas sûr que vous puissiez écouter ce que je suis en train de dire. On va faire un mind game total. C'est ça. Du coup, voilà, passez nous voir, ok ? Eh bien, merci à toi, Pierre, pour toute cette analyse, je dirais, limpide. Non, c'est moi qui te remercie. Eh bien, on vous dit à très bientôt pour le prochain Grand Prix, n'est-ce pas, du Japon, si je ne m'abuse. C'est ça. Dans 2 semaines, et puis on enchaîne un petit marathon, là. Ben oui, il y a beaucoup de Grands Prix qui se succèdent. Il y a 3 Grands Prix, donc Japon, Australie et Malaisie qui vont suivre sans semaine de trêve, quoi. Donc 3 puis week-ends. L'alcoolique que je suis pourra vous parler des bières et des whisky japonais, comme ça. On continuera sur la tradition, n'est-ce pas ? C'est génial. Une petite Kirin et ça repart. Il va falloir que tu me payes un coup, alors. Alors, on va finir bien, tiens. Bon, en tout cas, ne faites pas ça chez vous. C'est réalisé par des professionnels. Tout à fait. Bon, bonne semaine au pluriel à tous. Et puis, à dans 15 jours. Ciao.